Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai reçu Rodolphe Benoît Lévy, kinésithérapeute et ostéopathe en cabinet libéral. Rodolphe est un expert de l'endométriose. Pour tout vous dire, 80% de sa patientèle sont des femmes atteintes de cette pathologie. Il est également formateur auprès des kinés sur ce sujet. L'objectif de cet épisode est de mieux comprendre l'endométriose. On va la définir ensemble, il va nous expliquer quelles sont les pistes à ce jour des origines de la maladie, quelles sont les différentes formes et leurs symptômes, et la complémentarité de l'ostéopathie et de la kinésithérapie dans la prise en charge de l'endométriose. Ouvrez bien grand les oreilles, vous allez écouter un soignant engagé et passionné. Cet épisode est peut-être un peu plus technique que les précédents, mais nous avons tout fait pour qu'il soit accessible au plus grand nombre d'entre vous. Très belle écoute à tous. Bonjour Rodolphe, un grand merci. Ravi de t'accueillir sur le podcast Chronique de Mapato. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter à ceux qui nous écoutent, à ceux et celles qui nous écoutent, de nous raconter un petit peu ton parcours professionnel et nous dire comment finalement tu t'es intéressée à l'endométriose. Bonjour Florence, merci de m'inviter dans cette chronique, dans ce podcast. Alors je me présente, Rodolphe Benoît Lévy, je suis kinésithérapeute de formation initiale et puis après j'ai évolué vers l'ostéopathie. Je ne travaille plus que en ostéopathie, mais à l'époque effectivement j'étais kiné et quand j'étais kiné travaillais vraiment, j'étais très spécialisé dans la prise en charge des tumeurs irradiées du petit bassin. Je travaillais beaucoup avec l'Institut Curie. Donc c'était déjà un premier pas vers la douleur pelvienne. Et je travaillais aussi beaucoup en neuropédiatrie. Et puis après, effectivement, j'ai passé mes écoles d'ostéopathie. Et quand je suis devenu donc ostéopathe, progressivement, cette patientèle-là a un petit peu disparu. Mais j'ai vu arriver au cabinet une nouvelle type de patientèle. Des patientèles qui avaient mal au ventre, qui avait des problèmes, donc un intestin irritable. Et puis, très très vite, je me suis mis à comprendre qu'il y avait une pathologie inflammatoire en dessous, avec d'autres signes, et notamment des signes pelviens. Et j'ai associé ces signes pelviens aux signes digestifs. Et puis en 2005, j'ai eu, entre guillemets, une vraie patiente, c'est-à-dire une patiente diagnostiquée, elle, endométriose. Et c'est là où j'ai compris que c'était de l'endométriose, parce qu'effectivement, je l'avoue sans honte, je n'ai jamais eu de formation initiale en endométriose. J'ai bien sûr tout appris sur le tas. Et après, je me suis passionné pour cette maladie qui vraiment touche énormément de systèmes, qui est d'une maladie extrêmement complexe. Que seuls vraiment justement les thérapeutes un peu spécialisés dans ce type de prise en charge peuvent comprendre, parce qu'on a vraiment des symptômes, les patientes décrivent des symptômes de la tête aux pieds et donc voilà, donc c'est une prise en charge très très particulière, très complexe, mais surtout très très globale, qui convient absolument parfaitement à ce métier d'ostéopathe. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc là, du coup, dans cet épisode, on va essayer de mieux comprendre cette pathologie. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux nous définir l'endométriose ?
Oui. Alors pour la définir, il y a beaucoup de définitions différentes parce que pour l'instant aucune ne fait consensus. Mais celle que je préfère pour l'expliquer, c'est la définition d'INSERM. Et donc cette définition dit que c'est un syndrome. Alors un syndrome, c'est une addition, une multiplication de symptômes, hein, c'est-à-dire de signes que la patiente peut ressentir. Et ce syndrome, il est caractérisé par un processus inflammatoire lié à la présence de tissus semblables. Ce mot semblable, donc semblable à de l'endomètre. Et ce mot semblable à de l'endomètre est extrêmement important car on sait que l'endomètre, du fait de ses inflammations, va être dénaturé. Et l'endomètre des femmes qui ont de l'endométriose n'est pas le même que l'endomètre des femmes qui n'ont pas d'endométriose. Et donc cet endomètre dénaturé va effectivement donc pouvoir migrer en dehors de la cavité utérine, hein, et le fait qu'on retrouve du tissu là où il ne devrait pas être, on appelle ça ectopique en médecine, donc c'est pour la suite de la définition, et donc on parle d'endomètre en situation ectopique, c'est-à-dire là où il ne devrait pas être, et c'est un tissu semblable à de l'endomètre qui se trouve là où il ne devrait pas être, c'est-à-dire dans les cavités péritonéales, mais aussi dans la cavité pelvienne. Et la suite de cette définition, eh ben, cet utérus, donc ectopique, hein, maintenant vous connaissez le mot, qu'on va continuer à fonctionner sous l'influence de ces hormones ovariennes, c'est-à-dire qu'à chaque cycle vous saignez, et ben là aussi, malheureusement, ces implants d'endomètre vont saigner, puis se reproduire, et ça va provoquer donc de fortes douleurs, et éventuellement, et surtout quand c'est pas pris en charge, c'est-à-dire quand c'est mal diagnostiqué, ou quand ce n'est pas diagnostiqué, il y a un retard de prise en charge, ça peut effectivement évoluer vers de l'infertilité. D'accord. Quand tu parles d'implant, Quand euh, je parle d'implants, c'est pour dire ces implants d'endomètre, de pseudo-endomètre. En fait, c'est des implants d'endométriose. d'accord, c'est ce qu'on implant, est-ce qu'on peut on peut se dire que c'est les lésions? Nodules, 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 lésions. lésions, d'accord, Oui, ouais, ouais, tout à d'accord, fait. ok, Ce sont des synonymes, tout à fait. d'accord. Et quand tu dis que les cellules de l'endomètre sont dénaturées, elles sont transformées par l'inflammation? Tout à fait, tout à fait. On sait maintenant que l'inflammation va transformer cet endomètre et donc qui va, au microscope, c'est plus le même, hein. Il y a des caractéristiques bien particulières. D'accord. Et c'est à cause de ça que finalement les cellules se détachent et migrent? Ça, on ne sait pas encore. Ah, d'accord. On ne sait pas tout. Ouais, ouais, d'accord. Et On le suppose, on mais je suppose, suis ouais. pas encore tombé sur des publications qui Ouais. démontrent le fait que parce que c'est dénaturé, ça se décroche plus, ça migre plus. Ça, on ne le sait pas encore, on le suppose, c'est D'accord. admis. Et justement, on en est où là sur les pistes à ce jour sur l'origine de l'endométriose? Alors, la piste vraiment la plus forte, hein, c'est que c'est polygénique, c'est-à-dire que c'est porté par plusieurs gènes. Et donc, l'expression de tous ces gènes, en médecine, on appelle ça un phénotype. Et donc, c'est multiphénotypique. C'est multiphénotypique, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'expressions différentes à l'endométriose. Il y a des formes plus digestives, plus pelviennes, il y a des formes qui vont migrer dans d'autres tissus via le transport sanguin et ou lymphatique. Il y a des formes plus ovariennes, il y a des formes plus agressives, il y a des formes moins agressives, il y a des formes qui vont être plus inflammatoires, moins inflammatoires. Voilà, il y a vraiment toutes les formes possibles. On sait aussi que les perturbateurs endocriniens jouent un rôle absolument énorme, notamment dans ce qui est autour du gène, on appelle ça l'épigénétique, et que tous ces perturbateurs endocriniens vont effectivement renforcer l'expression soit des douleurs, soit de l'évolution de la maladie, mais pour autant, faut-il déjà avoir les gènes au démarrage responsables de cette maladie. Oui, d'accord. Ce ne sont pas les perturbateurs endocriniens qui vont modifier du coup les gènes, Alors, ça va modifier peut-être l'expression des gènes ou alors... Pour l'instant, on en est là et Ouais. il y a beaucoup d'études et c'est là où je suis pas forcément le plus sachant Ouais, ouais, dans ouais, cette discipline qui ouais, est extrêmement compliquée. Il y a des personnes dont c'est le métier. ouais. Je ne fais que reprendre des publications avec ce que je peux comprendre parce que c'est pas mon métier premier non plus. Mhm. Voilà.
D'accord. Donc du coup, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est donc un syndrome. Tu nous expliquais qu'un syndrome, c'était une multiplication des symptômes, que, c'est une pathologie qui touche différents, systèmes. Est-ce que tu peux du coup, nous expliquer les différentes formes, que peut prendre l'endométriose? Oui, alors pour l'expliquer, l'endométriose finalement, j'aime bien, l'expliquer au travers d'une théorie. Alors c'est une théorie, hein, mais la théorie qu'on appelle de Lyon-Decker. Et alors, parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'on ne connaît pas toujours réellement, enfin on ne connaît toujours pas vraiment l'origine de l'endométriose. Il y a un papier qui recense plus de 170 origines différentes. Donc, hein, on n'est pas, voilà, on n'est pas Oui, on va encore, pas toutes les reprendre voilà. aujourd'hui. Non, 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 non. Donc je m'en sers que d'une seule, mais elle a le bon goût, d'être très, très consensuelle et pour celles qui vraiment, connaissent bien, bien l'endométriose, vous savez qu'il y a des notions de transformation de tissu issus de l'embryogenèse, il y en a d'autres qui vont migrer, voilà et donc cette théorie reprend tout ça et c'est une théorie qui finalement est très agréable parce que très consensuelle. Donc c'est une théorie qui dit que l'utérus, au démarrage, va trop se contracter et comme l'utérus dans sa forme n'est pas harmonieux dans sa forme, il y a des endroits qui vont plus se contracter que d'autres. Et ces endroits qui vont plus se contracter vont s'abîmer, vont se traumatiser, puis après vont se réparer. Voilà. Ça, c'est la théorie de l'autotraumatisation de Lyon-Decker. Maintenant, ce qu'on sait, là, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des molécules inflammatoires et que ces molécules inflammatoires vont se transformer en œstrogènes. Voilà, ça c'est ce qu'on sait. Normalement, les œstrogènes sont sécrétés par les surrénales, les cellules graisseuses, les ovaires, souvenez-vous de vos cours de quatrième, tout ça sous dépendance de l'hypophyse, ou de cinquième d'ailleurs, de l'hypophyse, avec les cycles LH, FSH, bon, vous avez appris ça un jour. Mais du coup, normalement, les sécrétions d'œstrogènes sont régulées par l'organisme. Et là, l'utérus va se retrouver avec une flopée d'œstrogènes, beaucoup trop, et il va donc réagir. Et c'est comme ça que l'on suppose, hein, je mets le conditionnel, c'est comme ça que l'on suppose que l'endomètre se dénature. D'accord, Et d'accord. donc cet endomètre dénaturé, effectivement, va pouvoir migrer. Migrer où? Eh ben dans les replis de cette grande membrane qui vient tapisser tout l'ensemble du tissu digestif que l'on appelle le péritoine. Ça, c'est la forme digestive. Alors après, il y a d'autres formes. Et dans cette théorie, on suppose que cette inflammation va aussi faire transformer, va faire muter des restes de cellules embryologiques au niveau pelvien, au niveau un peu de l'intestin, mais inférieur, assez bas. Et il va y avoir de nouveau donc une création d'un espèce de pseudo-endomètre, mais qui est encore différent de l'endométriose dite superficielle, digestive. Et ça va être l'endométriose profonde. Et cette endométriose profonde, on va la retrouver préférentiellement sur des structures, si tu veux, j'en reparlerai tout à l'heure, mais elle est vascularisée et elle est surtout imprégnée de tissu lymphatique, ce qui peut expliquer les disséminations à distance de l'endométriose. Parce qu'on peut imaginer qu'il y ait ces implants, ces nodules, comme tu le disais tout à l'heure, hein, ou ces... tu disais quoi comme Lésion, autre mot? lésion. Lésions. On peut imaginer que ces lésions donc, peuvent aussi passer par communication sanguine et lymphatique pour atteindre d'autres endroits, hein. Il y a souvent on disait que l'endométriose touche tout sauf la rate, mais en fait si, on en trouve aussi dans la rate, hein, voilà. Donc ça peut vraiment après disséminer un petit peu partout. Donc voilà, avec cette théorie, finalement, on a expliqué l'endométriose superficielle, l'endométriose de l'utérus, qu'on appelle aussi adénomiose. On a expliqué l'endométriose profonde. On peut expliquer l'endométriose des ovaires, que l'on appelle endométriome. Et ça, je parlais je parlais des replis d'une grande membrane qui tapisse l'intestin, qu'on appelle le péritoine. Ben, les ovaires reposent aussi hein, sur ce péritoine et ils peuvent, par adhérence, se faire encapsuler, se faire enrubanner, se faire enrouler dans ces adhérences de péritoine avec ces lésions, ces implants, ces nodules à l'intérieur qui vont continuer avec le cycle à saigner. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'endométriose chocolat ou l'endométriome. Voilà. Après, il y a encore une dernière forme d'endométriose, c'est l'endométriose que l'on appelle pariétale, donc de paroi, et c'est une endométriose qui naît surtout quand on ouvre après une chirurgie, parce que l'endométriose adore se mettre là où il y a des cicatrices. Voilà.
Et donc voilà. Donc là, finalement, on a résumé toutes les formes différentes d'endométriose. Alors, pour Je les reprendre, reprends? ouais, si j'ai bien compris. Donc là, tu nous parlais d'une forme digestive. Ça, c'est la forme Alors, superficielle? c'est la forme D'accord, superficielle qu'on appelle donc endométriose digestive, superficielle, péritonéale. d'accord. Après, il y a une forme profonde Profonde, qu'on appelle profonde, pelvienne ou sous-péritonéale, hein, sous le d'accord. péritoine. OK. L'endométriose de l'utérus, ça s'appelle l'adénomiose. Donc là, L'endométriose, l'adénomiose, parce que c'est vrai qu'on en parle aussi pas mal et j'ai du mal à saisir, moi, la subtilité, c'est que ça se passe uniquement dans l'utérus. oui. Alors, l'utérus, en fait, il est formé de 3 couches différentes. Il y a une couche musculaire, une couche intermédiaire. Alors, je vais prononcer les vrais mots parce que vous avez toutes lu des comptes rendus d'IRM ou d'échographie. Donc, cette couche intermédiaire, elle s'appelle zone jonctionnelle ou archimyomètre. Voilà, ça veut dire la même chose. Et après, il y a l'endomètre. Et sous cette inflammation, bah, cette zone jonctionnelle ou archimyomètre va se léser, laissant la possibilité à ces implants, à ces lésions d'endométriose, de venir pénétrer la couche musculaire. Et en Ah fait, oui, l'adénomiose, en fait, adéno, myose, myose ça veut dire muscle. Ce sont des noyaux qui vont passer dans la couche musculaire de l'utérus. ah oui, OK, Voilà. Alors d'accord. après, on va définir plusieurs formes, mais Mmh. on va peut-être pas Oui, non, rentrer non, on va là-dedans, pas. ça commence à être Donc on a compliqué. la forme superficielle, la forme, donc digestive péritonéale, la forme profonde, l'adénomiose, l'endométriome que tu nous as décrit aussi, au L'endométrium, niveau des ovaires c'est l'atteinte des ovaires. et la forme Et après, il y a pariétale. deux autres petites formes. Enfin, petites. Il y a deux autres formes qui sont un peu annexes, en fait, qui sont la forme disséminante, via la circulation sanguine et lymphatique. Et alors là, on peut la voir partout. Partout, ouais. Au niveau des bronches, au niveau thoracique, au niveau pulmonaire, au niveau du cerveau. Alors, pas le cerveau en tant que cerveau, mais souvent, si ça s'accroche plus sur les grandes membranes que compose notre boîte crânienne, qu'on appelle les méninges, ce qui en réduit considérablement, par contre, la gravité. Faut être très clair. D'accord. Mais néanmoins, c'est jamais agréable d'avoir un machin là-haut. Mmh. Ça peut effectivement atteindre et surtout les structures nerveuses, par exemple, aussi. D'accord. Et ça fait très très mal. OK et donc Et après, la dernière, c'est pariétale, la de forme paroi. pariétale et effectivement, ça Euh, peut être même, suite à des Des célioscopies. cœlioscopies, des Ouais, césariennes, et tout cetera. à fait, Mmh. tout à fait, OK. tout à fait. Bon, ça marche, super. Au niveau justement de ces formes de chaque endométriose donc a certainement son type de symptômes. Quels symptômes peut-on déjà retrouver dans l'endométriose superficielle? Donc que tu disais Alors, digestive. donc, eh ben, comme son nom l'indique, des symptômes digestifs, Mmh. puisque c'est l'endométriose digestive. Donc, on va retrouver, et le premier, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, le syndrome de l'intestin irritable. Et là, il y a vraiment une interaction entre ce qui se passe à l'extérieur du tube digestif, au niveau du péritoine, qui est inflammé par ces implants, et à l'intérieur du tube digestif, avec notamment une perturbation, ce qu'on appelle du microbiote. Hein, vous savez, Oui. c'est toutes ces bactéries qui peuvent être soit très très bonnes pour nous, mais il y en a aussi qui sont des pas très bonnes, voilà, et qui peuvent perturber énormément notre transit et notre fonction digestive et la rendre encore plus inflammatoire. Et donc, le premier symptôme, c'est effectivement l'intestin irritable, qui va se définir par des douleurs, qui va se définir par une altération du transit, qui va se définir par des inflammations. Et dans l'endométriose, il y a un signe assez caractéristique que l'on appelle l'endobélie. Alors, l'endobélie, c'est le fait de gonfler au niveau du ventre. D'accord. Alors, c'est très très lié à l'inflammation. Qu'est-ce qui renforce l'inflammation? Le stress. Et quand je parle de stress, pour ceux qui ou celles qui ne me connaissent pas, c'est vraiment pour moi un stress neurologique, c'est pas du tout un stress psychologique. Hein, vraiment, je tiens. L'endométriose n'est pas une maladie psychologique. On a pas mal parce qu'on s'invente nos douleurs, hein, chose que vous avez tellement entendue. Non, 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 non. La douleur est réelle pour celle qui la vit. Hein, c'est un message que procure notre cerveau pour nous signaler un danger potentiel. Hein, c'est ça la douleur. Donc, la douleur, c'est réel pour la personne qui la vit. On ne s'invente pas des douleurs, on ne se dit pas, oh bah tiens, ce matin, je vais avoir mal, ça va être sympa, ça va être beau la vie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Donc, ce stress, pour moi, il est neurologique. Et donc, quand je parle de neurologie, bon, c'est peut-être pas le débat dans un podcast, mais je fais appel effectivement à toute une chaîne de réactions entre divers organes, l'hypothalamus, l'hypophyse et surtout les surrénales qui vont sécréter du cortisol. Et ça va générer donc des réactions qui vont faire que cette membrane qui tapisse l'intestin, qu'on appelle le péritoine, va être perturbée dans son rôle de filtre. Et ouais, parce que quand on boit et quand on mange, on absorbe des liquides. Et quand on va aux toilettes, quand on va à la selle, on n'expulse pas tous ces liquides. Donc ces liquides, ils passent bien quelque part. Et ben on parle de transsudat, c'est-à-dire que ces liquides vont partir de l'intestin pour aller dans cet espace entre les intestins. Et quand on est stressé, il y a une majoration du liquide. Oui, donc Et quand on cette... gonfle, c'est pas de l'air, Non, c'est pas de l'air. c'est du liquide. Alors, ça peut être aussi de l'air. Ça peut être aussi de l'air parce que comme il y a une perturbation du microbiote, donc de toutes ces bactéries, du fait de cette inflammation, elles peuvent réagir en métabolisant différemment on appelle ça le bolus, ce qu'on mange, Mmh. le contenu de l'intestin, Oui. voilà. Et du coup, ça peut effectivement aboutir à une surproduction de gaz. Mais pour le dire 2 secondes un peu trivialement, on ne pète pas tout notre ventre quand on dégonfle. Ouais. Voilà, c'est donc ce n'est pas que des gaz, c'est Mmh. aussi du liquide. Et c'est ce liquide donc s'appelle le liquide péritonéal. D'accord. Et alors ce liquide péritonéal, eh ben, physiologiquement, c'est-à-dire normalement, on en sécrète 1 demi-litre par heure. Donc c'est déjà beaucoup, 12 litres par jour. Mais quand on est inflammé, eh ben, on en sécrète beaucoup, beaucoup plus. Et le problème, c'est que quand il y a de l'inflammation, il y a aussi des adhérences, c'est-à-dire ces phénomènes de collage entre les divers viscères. Et ça va gêner la réabsorption de ce liquide. Ah oui, d'accord. Donc, plus de sécrétion parce qu'on est inflammé, moins de réabsorption parce que les collecteurs sont complètement saturés, et notamment de débris liés à l'inflammation, et bien du coup, on gonfle. Voilà. OK, Ça, c'est d'accord. l'endobélie. OK. Et ces collecteurs, pour parler d'un signe, par exemple, que beaucoup connaissent, ces collecteurs, ils sont situés à proximité du foie. Et dans une zone qui est innervée par un nerf. Et ce nerf, qui s'appelle le nerf phrénique, qui est un nerf cervical, et ouais, va projeter dans l'épaule. Et c'est pour ça que dans tous nos interrogatoires, on pose toujours la question, est-ce que vous avez mal à l'épaule? Le plus souvent à droite. Voilà. D'accord, OK. Parce que c'est l'irritation de ces structures nerveuses qui va diffuser dans l'épaule. D'accord. Et c'est vrai que quand Voilà. moi Dont j'entendais, tu vois, quand la douleur j'entendais référée va se passer dans l'épaule. d'accord, quand j'entendais des douleurs, de l'épaule dans l'endométriose, naïvement, je pensais que c'était parce qu'il y avait des lésions, qui venaient se loger, en fait, ici. Alors, à 99, enfin bref, la plupart du temps, non. C'est Non. l'irritation de ce Ah ouais, nerf de ce nerf au qui va niveau innerver du foie. l'ensemble des organes qui sont situés sous le diaphragme. D'accord, OK. Donc, la capsule qui vient emballer le foie, la capsule qui vient emballer la vésicule biliaire, le grand tissu de repli, de pli et de repli qu'il y a derrière l'estomac. Et puis, les surrénales aussi sont innervées par ce nerf. D'accord. Et ce nerf se termine dans 2 grands ganglions dont vous connaissez les symptômes quand ils sont touchés parce que vous avez la nausée. Ah C'est oui. là où il y a des nausées, des vomissements, ce sont les ganglions dits cœliaques. OK. Voilà. Et comme j'aime bien donner de l'info et notamment de l'information à propos de l'anatomie, ces ganglions cœliaques, ils reçoivent aussi d'autres structures nerveuses, et notamment les racines nerveuses qui proviennent des ovaires. OK. Et c'est pour ça que quand on a mal aux ovaires, c'est comme si nous, hommes, on se prenait un coup de pied dans les testicules. C'est aussi OK. douloureux. Et D'accord. vos douleurs ovariennes, c'est les mêmes que les nôtres. Ah bah On voilà, a on envie de pourra les vomir, expliquer comme ça quand on veut faire c'est passer le ça, message. c'est ça. On a envie de vomir, on devient tout blanc, on est en malaise vagal, Ouais, on ne sait plus où on habite, la ouais, tête tourne et vertige, voire perte de connaissance. ouais. Hein, c'est le principe du malaise vagal. D'accord. OK. Voilà. Ça marche. Donc dans la superficielle, donc on a dit ce phénomène d'endobélie, c'est très clair du coup avec un phénomène de surproduction de liquide et de mauvaise absorption qui a des atteintes vraiment parallèles, notamment du nerf phrétique avec des irradiations frénétique. Ouh là là. Ouais, non, Phrénique. il gesticule pas encore, lui. Phrénique. Et donc du coup, qui a des atteintes en corrélation du coup avec l'épaule notamment, et puis avec une perturbation du coup du microbiote.
qui engendre un certain nombre de phénomènes comme l'inflammation, des productions de gaz, C'est ça. etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la perturbation de ce microbiote, c'est pas juste, oh, bah, il y a une perturbation, c'est que c'est quand même très important. Et par exemple, donc, je vous ai dit que ces molécules inflammatoires se transformaient dans l'endométriose via une molécule qui fait parler beaucoup d'elle, mais finalement, on s'en fout un peu, qui s'appelle l'aromatase. Et ça va produire beaucoup plus d'œstrogènes. Mais ces œstrogènes, en théorie, ils sont évacués. Et ils sont évacués par le foie. D'accord. Et pour être évacué, dans le foie, il y a une réaction chimique qui fait qu'il y a une conjugaison, c'est-à-dire que ces oestrogènes sont associés à une autre molécule. Après, ça passe dans la vésicule biliaire, puis dans l'intestin pour être évacué par les selles. D'accord. Voilà, ça c'est le circuit normal. Mhm. Sauf que comme il y a une modification du microbiote, avec un peu plus de bactéries, de mauvaises bactéries, ces mauvaises bactéries vont sécréter une enzyme qui va séparer l'association de ces oestrogènes avec cette autre molécule. Et donc, on va se retrouver avec des oestrogènes sous forme libre. Ok. Et ces oestrogènes, de nouveau libérés, délivrés, comme dit la chanson, vont pouvoir revenir dans la circulation sanguine pour être de nouveau retraités par le foie. Ok. Donc, le foie et l'intestin sont extrêmement liés dans l'endométriose et on ne peut pas séparer le foie et l'intestin. Et au début, en 2005, par là, dans ces années-là, quand je commençais à traiter toutes ces femmes, je pensais que c'était une maladie auto-immune d'origine hépatique. Parce que dans mes mains, je trouvais beaucoup de signes qui correspondaient à une augmentation du métabolisme du foie. Ouais, une suractivité du foie qui est ultra sollicitée, du coup, quoi. C'est ça, Mm. exactement. Donc en naturopathie, pourquoi pas prendre du desmodium? Ça peut tout à fait se justifier, qui est la plante qui va justement améliorer la fonction hépatique. Ok, ça marche. En ce qui concerne, du coup, l'endométriose donc profonde. Ah, l'endométriose profonde, là, ça c'est un gros dossier. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon métier en tant qu'ancien kinésithérapeute. Ah, on sent dans ta voix l'entrain. Là, il y a une implication là. C'est ce qu'on appelle, alors par extension, bien sûr, ça peut donner encore plein d'autres signes, mais c'est ce qu'on appelle l'endométriose des 5 D. D comme, je vais les décliner et après je reviendrai sur chacune. D comme dysménorrhée, douleur liée aux règles. Dysurie, douleur liée aux troubles de la miction. Dyschésie, douleur liée aux troubles de l'évacuation notamment anale. Dyspareunie, douleur liée au rapport. Et enfin, douleur pelvienne chronique, qui va être tous les signes divers et variés que l'on va pouvoir ressentir au niveau du bassin. Et souvent, ce sont des signes montrant une petite atteinte neurologique. Alors, dysménorrhée, eh ben, c'est les douleurs liées au cycle. Douleurs liées au cycle avec tout, ça peut être à la fois les syndromes, les douleurs liées à l'ovulation, les douleurs liées au syndrome prémenstruel, les douleurs liées aux contractions que va faire l'utérus lors des cycles, lors des règles. Voilà, donc finalement, ça va être vraiment les douleurs liées au cycle féminin. Ok, alors moi j'ai une question. Oui. Pourquoi les femmes qui sont atteintes de cette endométriose donc profonde ont plus mal pendant les règles? C'est parce que l'endomètre se détache Non. En fait, dans la vie féminine, la seule chose qui soit inflammatoire, de nature inflammatoire, ce sont les règles. Alors le vrai mot en médecine, ça s'appelle la décidualisation. Voilà, c'est un mot un peu compliqué. D'accord, bon, on va dire C'est les trop long pour règles. le Scrabble, on On va l'oublie. dire les règles. Les règles, c'est plus simple. Mais ce phénomène de règles, il est inflammatoire. Et comme on a vu que l'endométriose était par essence une maladie inflammatoire, vu que c'est une maladie auto-immune qui va générer ces inflammations locales, l'inflammation liée aux règles va majorer encore plus la production de toutes ces molécules inflammatoires. Ah ouais, donc du coup, inflammation de base plus inflammation des règles est égale à explosion de l'inflammation. C'est ça, D'accord. tout à fait. Ok, d'accord, ok. Voilà, donc ça c'est pour la Dysménorrhée. Merci, c'est gentil. Ça c'est pour la dysménorrhée. Alors après il y a comme autre signe la dysurie. Et ça va être des signes dits urinaires. La dysurie, ça va être les signes d'atteinte donc de la sphère vésicale, de la vessie. Alors, j'avais dit tout à l'heure que l'endométriose touchait plusieurs structures. Et dans ces structures qui sont touchées, il y a ce que l'on appelle, à très mauvais escient, les ligaments utérosacrés.
Et ça, vous l'avez toutes lu dans vos comptes rendus d'imagerie, soit IRM, soit échographie. Alors, on va faire un petit focus 2 secondes sur ce que sont ces ligaments utérosacrés. À l'époque, les premiers anatomistes, ils n'allaient pas regarder une femme par en dessous, ils allaient regarder une femme par au-dessus, c'est-à-dire l'aborder par le tube digestif. Et quand on regarde la sphère gynécologique par le tube digestif, on se rend compte qu'il y a cette grande membrane donc, qui vient recouvrir tous les intestins, le péritoine. Et en fait, le péritoine recouvre aussi l'ensemble de tous nos organes génitaux, hommes ou femmes d'ailleurs. D'accord. Et donc, ce péritoine va recouvrir des structures nerveuses. Et ces structures nerveuses, le vrai mot, ça s'appelle le plexus hypogastrique inférieur. Ok. Ce sont des racines nerveuses qui vont apporter toute l'innervation végétative au petit bassin. Alors, on explique. Végétative, vous ne pensez pas à respirer, vous ne pensez pas avoir un cœur qui bat, vous ne pensez pas à digérer, vous ne pensez pas avoir une ampoule rectale qui va se distendre alors que vous serrez l'anus. Vous ne pensez pas avoir une vessie qui va se remplir alors que vous serrez le sphincter pour être étanche. Vous ne pensez pas quand vous avez un rapport à lubrifier. Tout ça, ce sont des fonctions végétatives. Ouais, c'est tout ce dont on ne fait pas de façon consciente, de façon volontaire. C'est ça, on l'appelle aussi le système nerveux autonome, qui fonctionne tout seul finalement. Voilà, d'accord. Voilà, c'est-à-dire sans l'action de notre volonté propre. Ok. Et donc ce plexus hypogastrique inférieur, qui est recouvert par ce péritoine, s'appelle les ligaments utérosacrés. Mais donc on comprend que ce sont d'abord des structures nerveuses qui partent de derrière sur l'os qui est derrière, qu'on appelle le sacrum, et qui vont aller devant. Devant, il y a quoi? Il y a l'utérus, et notamment le col de l'utérus, sur une zone, parce que vous l'avez aussi dans beaucoup de comptes rendus, que l'on appelle le torus. Et donc, ces structures nerveuses vont aller sur ce col, sur ce torus, pour après aller innerver l'ensemble de tous les organes du petit bassin. Donc, le vagin, donc la vessie, donc le rectum, la partie, par exemple, du gros intestin qui est à gauche. Et puis, bien sûr, la vessie, l'urètre, le tuyau qui part de la vessie jusqu'à la sortie, qui nous permet d'uriner. Le clitoris, voilà. Toutes ces zones-là sont innervées par ces structures nerveuses. Par ces Et ligaments donc, utérosacrés, donc. voilà, par ces ligaments utérosacrés qui portent très mal leur nom, d'accord, qui sont des structures nerveuses. Et ces structures nerveuses, il y a des organes, il y a un système neurologique qui sert à faire et un système neurologique qui sert à ne pas faire. Quand tout à l'heure je parlais de malaise vagal, ça c'est l'expression d'un système pour ne pas faire, c'est le système parasympathique. Et puis il y a un système qui est donc sympathique. Et lui, sympathique, il est sympa, c'est-à-dire il sert à être étanche, notamment au niveau urinaire, puisqu'il est sympa. Et oui, c'est plus sympa de ne pas se pisser dessus. Ouais. Donc, il est sympa celui-là. Mais le problème, c'est que lui, il est très irrité quand il y a justement l'inflammation de ses structures nerveuses. Et donc, du coup, on va uriner beaucoup moins bien, parce qu'on va être encore plus étanche et on va serrer encore plus le périnée et les sphincters. Ce qui fait que, quand on va uriner, on va moins vidanger sa vessie. Donc, on aura toujours envie d'uriner. Et on appelle ça une pollakiurie. C'est-à-dire le fait d'aller 25 fois aux toilettes toutes les 10 minutes. Voilà. Ça, c'est vraiment un signe caractéristique de la dysurie dans l'endométriose. Mais après, ça peut aller beaucoup plus loin. Parce que l'inflammation de ces structures nerveuses va aussi permettre l'inflammation de la muqueuse de la vessie ou la muqueuse de l'urètre, provoquant des cystites. Ouais. Et des cystites, par exemple, interstitielles ou des vessies douloureuses chroniques, des urètres it. Le mot it en médecine, ça veut dire inflammation. Donc cystite, inflammation de la vessie, urètrite, inflammation de l'urètre. D'accord, donc infection urinaire à répétition, quoi. Exactement. Et parfois, ce ne sont pas des infections, c'est-à-dire que ça brûle comme si on avait une infection, mais si on fait un examen, donc on appelle un ECBU, un examen donc bactériologique des urines, c'est négatif, il n'y a pas de Il n'y a germe. pas de germe, ouais. Mais ça brûle comme si on nous avait passé de la toile émery pendant toute la nuit. Voilà, ça c'est lié à l'inflammation de la muqueuse. D'accord, ok. Et donc on comprend bien qu'il faut à la fois travailler la vessie, mais aussi aller travailler, et par les thérapeutiques manuelles, ces structures qu'on appelle les ligaments utérosacrés. Et là-dessus, on a une très très bonne action. Ah, super, ok. Ouais, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Ah oui, il en faut. Oui, il y a des bonnes nouvelles dans ce monde.
Après, Ok. troisième signe, ça va être la dyschésie. Alors, le vrai mot pour la dyschésie, ça s'appelle constipation terminale. Hein, voilà, la dyschésie, c'est-à-dire qu'on va, du fait de la surcontraction de ce périnée qui est très, 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 très contracté, les selles vont avoir beaucoup plus de difficultés à sortir et à être évacuées. Ce Ok. qui fait qu'on a tout le temps. Est-ce que tu peux juste nous expliquer le périnée? C'est un ensemble de muscles, c'est ça qui tient les organes Alors, enfin, le périnée, on va dire que c'est un ensemble effectivement de muscles associés au plancher pelvien, parce qu'en fait, il y a deux grandes entités anatomiques en bas. Hein, il y a le périnée et le plancher. Et ce périnée, ben, finalement, il y a 3 orifices, 4 organes. Donc, il faut que chacun puisse avoir leur fonction. Donc, 3 orifices, l'urètre, on urine, le mm, vagin et l'anus. mm, mm. 4 organes, eh ben, l'ampoule rectale, l'utérus, la vessie urètre et le clitoris, qui pour vous d'ailleurs est le seul organe qui n'a que pour fonction de jouir. C'est quand même sympathique. C'est Hein. sympa. Bravo à vous. Vous l'avez eu. Bravo. Bravo, bravo. Ah, je suis un peu jaloux quand même, hein, je suis désolé. Ah Hein, bon, carrément. voilà. Ah bah oui, oui, quand même. Hein. Donc voilà. Donc, ces muscles périnéaux, c'est-à-dire à la fois le périnée plus le plancher pelvien, servaient effectivement à soutenir et à assurer toutes ces fonctions. Donc, c'est à la fois de soutien, mais aussi d'évacuation, de pénétration, hein, Par de contraction. stabilisation. Ok. Voilà, en fait, ça a énormément de fonctions différentes. Ouais, Mais quand c'est trop contracté, bah, ces fonctions sont perturbées. ouais, d'accord. Et donc, la fonction anale, la fonction d'évacuation des selles, en est perturbée, ça s'appelle la dyschésie. Et donc constipation parce que le périnée est trop contracté. C'est ça, D'accord. Donc c'est là, on ça. peut travailler dessus aussi, j'imagine. Et bien sûr, Ouais, tout à fait, tant au niveau de ces fameux ligaments utérosacrés qu'au niveau de la ouais. détente manuelle de ces structures musculaires. Et puis après, c'est là où, alors là, c'est plus le métier de la kinésithérapie, c'est redonner par des exercices de la perception, parce que le problème, c'est quand on contracte, on a mal. Non, pardon, c'est l'inverse. Quand on a mal, on contracte. Oui, Oui, c'est mieux dit dans ce d'accord. sens-là. Quand on a mal, on contracte. Et le problème, c'est que plus on contracte, moins le cerveau a conscience des structures qu'il contracte. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, moins on peut commander correctement, mais tant la bonne contraction pour être étanche que le relâchement. Et on va se retrouver, puisqu'on parle du périnée, mais là on est plus dans la douleur pelvienne chronique dans ce cas-là, hein, on quitte le point de vue de la dyschésie. On va se retrouver avec un périnée complètement dysfonctionnel, c'est-à-dire beaucoup trop contracté, mais qui n'est pas efficace. Hmm. C'est-à-dire, madame, vous avez un périnée trop contracté. Ah oui, d'accord, mais pourtant, j'ai des fuites. Et ouais, c'est paradoxal. Hmm. Mais un périnée trop contracté est un périnée qui n'est plus fonctionnel. Et ça, c'est vraiment le travail de la kinésithérapie que de le rendre fonctionnel. Voilà, que de rendre la capacité à un périnée d'assurer correctement sa fonction. Hein. La différence un petit peu entre l'ostéopathie et la kinésithérapie à ce niveau-là, l'ostéopathie va pouvoir permettre de libérer les tissus, notamment les ligaments utérosacrés, de redonner de l'aisance à tous ces tissus. La kinésithérapie, il faut la voir comme de la rééducation fonctionnelle, D'accord. et on va rééduquer donc la fonction qui a été amoindrie. Ok. Donc On je en reviens à mes reparlera un peu plus dyschésies. tard, Oui. ouais, de ces deux fonctions-là. C'est intéressant, c'est clair. Je On reviens en... à ma Ouais. dyschésie. Hmm. Donc la dyschésie, au démarrage, c'est cette constipation terminale, mais par extension, ça peut être aussi des douleurs à la défécation. Donc soit au remplissage de l'ampoule, qui peut signer par exemple une atteinte des veines hémorroïdes internes, donc des veines digestives, ou des hémorroïdes externes, par exemple, hein, qui sont plus des veines issues de la grande circulation veineuse. Voilà. Ça peut être lié à des fissures, ça peut être lié à tout simplement la douleur musculaire quand on vient surétirer un muscle qui vient tout simplement être lésé du fait de la distension provoquée par les selles qui passent. Voilà. Mais ça, vraiment, ça se travaille très, 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 très efficacement Ok. en kinésithérapie ou en ostéopathie. Après, ça va être les dyspareunies, Mhm. c'est-à-dire les fameuses douleurs dans les rapports. Et ces douleurs dans les rapports, ça peut être des douleurs à l'intromission, c'est-à-dire qu'il y a des muscles qui vont fermer la vulve, voilà. Et le problème, c'est que là aussi, quand ils sont étirés parfois un peu brutalement, ça peut donner des vives douleurs à l'entrée au niveau donc du vestibule. Et c'est tout le chapitre des vestibulodynies ou des douleurs liées à l'intromission. D'accord. Donc lié à la pénétration.
liées à la Mmh. pénétration, donc soit d'un sexe, soit d'un toys, et ça peut faire très Mmh. très mal. D'accord. Deuxième niveau, bah, c'est ce qui se passe au niveau du vagin. Normalement, le vagin, lors d'un rapport, a une capacité à être souple et à pouvoir s'agrandir énormément de façon à accueillir ce qu'il remplit. Et ben, le problème, c'est que dans l'endométriose, le vagin lui-même est inflammé par ses ligaments utérosacrés, Enfin, ouais. par l'atteinte des ligaments utérosacrés. Donc ce vagin, il perd de sa souplesse. Voilà. Et là encore, en rééducation, on peut faire énormément de choses pour assouplir le vagin et notamment donner des crèmes de type acide hyaluronique. Alors on va retrouver du mucogine, etc., hein, toutes ces crèmes-là, pour redonner de l'eau, pour redonner une lubrification au vagin et lui permettre de sentir un petit peu moins lame de rasoir, hein, D'accord. carton qui brûle. Hein, c'est souvent comme ça que les patientes décrivent leur sensation vaginale. OK. Et après, la dernière forme de dyspareunie, c'est ce qu'on appelle les douleurs profondes dans les rapports, qui sont liées à la butée de la verge ou d'un toys, au niveau du col, qui vont irriter ce col qui est déjà inflammé, et bien sûr, mettre en tension tous ces ligaments et ces structures nerveuses dont j'ai parlé, ligaments utérosacrés. Et ça fait très très mal. D'accord. OK. Voilà, voilà. On a déjà parlé des douleurs pelviennes chroniques, mais Mmh. c'est aussi l'aspect neurologique dans ces douleurs chroniques, pelviennes chroniques, avec des tableaux de punindalgie, de clunéalgie, donc l'atteinte des petites racines nerveuses qui vont innerver, donc l'innervation volontaire du périnée. Vous êtes capable de contracter votre périnée volontairement, et ben ça, c'est d'autres structures nerveuses qui permettent cette fonction. OK. Très bien. Et en termes de là, dans ta patientèle, du coup, heu, en termes de fréquence, il y a plus d'endométriose superficielle, profonde, Ah, c'est là où vous êtes toutes différentes. ouais, et en fait, il y a une enfin, il y a autant d'endométriose que de femmes ou enfin, C'est c'est vraiment ça. ouais, C'est ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est polygénique, porté par plusieurs gènes, ouais, donc donc avec plein d'expressions ouais. différentes, naturellement. Et après, ce milieu environnant, on parlait des perturbateurs, intervient. Et c'est pour ça que je crois que vous avez déjà fait d'autres podcasts avec notamment des naturaux ou des diététiciens, je crois, Diététicien, hein. ouais. Mmh. Diététiciens, Mmh. voilà. C'est pour ça que l'aspect alimentaire est extrêmement important pour limiter ce premier abord inflammatoire qu'on va retrouver dans Ouais. l'endométriose. Mais du Le coup, premier là, aspect inflammatoire, donc pardon. on a parlé d'endométriose superficielle avec plus, des symptômes digestifs. Dans l'endométriose superficielle, il n'y a pas de symptômes gynéco? Enfin, Alors, dans l'endométriose superficielle, on est plus sur le tissu, donc entre les viscères. ouais, d'accord. Donc, finalement, on va retrouver des atteintes liées au manque de glissement et à l'inflammation de ces mêmes viscères. Donc, on peut retrouver, par exemple, des lombalgies. Parce que derrière, on a un gros muscle qu'on appelle le psoas qui, lui, peut être irrité par l'intestin. Ce psoas, il vient s'insérer sur le dos. Quand il se contracte, bah, il fait mal au dos. D'accord. On peut y avoir l'atteinte de structures nerveuses qui vont perforer ce psoas. Et ces racines nerveuses vont aller aussi innerver la vulve, le vestibule, donnant aussi des tableaux de douleurs pelviennes. D'accord, quand même. Parce que je me disais là, entre l'endométriose, superficielle, enfin, qu'avec des symptômes un peu, digestifs, enfin, on se dit: «Bah, voilà, le diagnostic peut être fait d'un syndrome, de l'intestin irritable» et puis point barre, de pas avoir, Ah justement bah l'idée que ça hélas, peut être de l'endométriose. Parce que autant l'endométriose profonde, bon, les 5D, OK, avec des symptômes quand même très, entre guillemets, «féminins» quoi, dysménorrhée, dyspareunie, donc des douleurs à la pénétration, des douleurs, pendant les règles et cetera. Mais l'endométriose, superficielle, avec tous ces symptômes digestifs, on peut vite, aller sur des pathologies, digestives quoi, sans penser forcément à l'endométriose mais quoi. c'est bien. Alors, au-delà de, bien sûr, ce sont des douleurs de femme. De toute façon, c'est normal. Vous avez mal pendant vos règles. Vous êtes une femme, donc bah, finalement, ferme ta gueule, quoi. Ouais. Au-delà, effectivement, de ce misogynisme ambiant et de la mauvaise prise en charge et de la mauvaise considération pour nos femmes dans le milieu médical, qui est une réalité. Quand un homme va aux urgences parce qu'il a mal, il ressort avec du Doliprane, enfin, il ressort avec un antalgique. Quand une femme va aux urgences parce qu'elle a mal, elle ressort avec des anxiolytiques. Mmh mh. C'est une réalité statistique, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, au-delà effectivement de tous ces partis pris médicaux, sûrement issus de l'héritage freudien, dont on peut maintenant, je pense, faire une croix, euh, effectivement, le problème de l'endométriose, le vrai problème, c'est que je me retrouve avec des patientes qui viennent me voir avec un signe.
De là à faire le lien avec une endométriose, waouh, c'est compliqué. Bah, ouais, c'est ça. Parce que les femmes peuvent avoir effectivement juste des douleurs dans les rapports. Le nombre de femmes qui viennent me voir parce qu'au démarrage, elles ont juste, alors juste entre guillemets bien sûr, hein, c'est pas moi Mmh. qui le vis, mais des douleurs quand elles urinent, avec un tableau de cystite. Et en fait, en fouillant, vraiment, bah oui, mais d'un autre côté, ah bah tiens, j'ai ça aussi. Mais il faut y aller à l'interrogatoire, faut interroger, faut aller les chercher, ces signes, hein. Ils sont pas forcément toujours même conscients chez la patiente. Parce qu'on leur a tellement dit que c'était normal. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, bah, de toute façon, dans ma famille, tout le monde a mal au ventre. Donc c'est normal d'avoir mal au Mmh, ventre. mmh, Donc pour mmh. moi, comme c'est normal, bah, je le relate pas au médecin. Ouais. Voilà, donc c'est aussi à nous de remonter nos manches et d'y aller, quoi, hein. D'où l'importance, ouais, de voir, des professionnels de santé, formés, expérimentés comme toi et nous, on voit bien du coup, les retours qu'on a des patientes justement d'avoir, quand elles nous recommandent, hein, du coup, des professionnels de santé, experts dans la prise en charge de l'endométriose sur Mapato et pour que tout le monde puisse, avoir accès du coup, à cette expertise-là. C'est vraiment essentiel quoi de C'est ça. voilà, on a Faut vraiment comprendre que dans cette endométriose, on peut, par exemple, un cas, voilà, enfin des cas cliniques, je pourrais en raconter pendant 25 heures, hein, ouais. c'est pas le lieu non plus, mais voilà, une patiente, 2 enfants, toujours eu un stérilet cuivre, ça s'est toujours bien passé, jamais eu aucun souci, et elle vient me voir parce que elle commence à avoir des douleurs dans les rapports. Et en fait, c'était une endométriose. D'accord. Alors j'ai la chance, j'ai une chance absolument énorme. Je travaille dans Paris et j'ai mon réseau de professionnels à Ouais, qui je peux adresser quand j'ai un doute. ouais. Et donc j'envoie et le doute est levé et voilà, voilà. Donc c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir un Ouais. réseau qui me permet de pouvoir avancer rapidement avec mes patientes et de construire une Mais on y stratégie travaille ça thérapeutique aussi chez efficace. Mapato, pour que les professionnels de santé puissent avoir, justement accès aussi à toutes ces Mm, mm. informations, à tout cet annuaire de personnes qualifiées justement, très bientôt, on vous en reparlera, hein, très, très vite. Concernant, cette activité du coup d'ostéopathie, de kinésithérapie, tu en as un petit peu, parlé tout à l'heure, de la complémentarité finalement de ces 2 Oui. disciplines dans la prise en charge de l'endométriose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment justement cette complémentarité peut agir sur, les symptômes? Oui. Alors effectivement, cette complémentarité, elle est très, très, très importante. Donc effectivement, je suis kinésithérapeute, hein, ce qui me permet, alors peut-être qu'en préambule, on pourrait quand même dire qu'en France, il y a des lois, il y a une législation, et cette législation dit que seuls les ostéopathes qui sont professionnels de santé, c'est-à-dire médecins, sages-femmes ou kinésithérapeutes, peuvent travailler en interne, c'est-à-dire peuvent faire des techniques de toucher vaginal ou rectal. C'est-à-dire même les infirmières n'ont pas le droit, hein. C'est voilà, c'est la législation, c'est comme ça. Donc, du coup, on va dire qu'il y a d'un côté les kinésithérapeutes qui ont le droit de faire de la rééducation urogénitale, pelvie périnéologique. Et puis de l'autre côté, il va y avoir des ostéopathes qui, eux, n'auraient pas le droit, entre guillemets, et donc travailleraient plus sur des techniques viscérales, etc., etc. Alors les deux sont très complémentaires, en effet. C'est-à-dire qu'il faut voir l'ostéopathie comme un ensemble de techniques, finalement, qui va permettre de retrouver une physiologie. Je parlais d'adhérence tout à l'heure. Alors les adhérences dans l'endométriose, ça va du petit point de colle à la véritable bride sur laquelle même un chirurgien va casser son bistouri, hein. Ça peut être vraiment... Il y a tout cette immense euh, évolution dans toutes ces adhérences. Mais le propre, par exemple, de l'ostéopathie, ça va être de pouvoir travailler sur ces adhérences, de travailler sur ces douleurs neuropathiques, de travailler sur le retour le plus possible à la physiologie. Mais comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, rapidement, quand on perd une fonction parce qu'on a trop mal, on va se contracter, et du coup, le cerveau va beaucoup moins bien commander la fonction. Et là, le métier de kinésithérapeute est indispensable. Et il faut absolument redonner au tissu la capacité à pouvoir être de nouveau commandé, avec conscience. Voilà. Et elle est là la différence et la complémentarité essentielle entre ces deux professions. Alors, il y a des kinésithérapeutes qui sont ostéopathes, comme moi, donc ce qui nous permet effectivement de travailler en plus en ostéopathie dite intrapelvienne, donc d'aller libérer avec les mêmes principes philosophiques et de soins
la sphère pelvienne que la sphère digestive. Mais effectivement, moi, je suis débordé au cabinet par ma patientèle. Et donc, je travaille énormément en binôme avec d'autres collègues, donc kinésithérapeutes, à qui je réadresse, à qui je renvoie, pour justement faire cette partie kinésithérapique de façon à redonner à la patiente les moyens de se prendre en charge et de reconscientiser notamment ce périnée, ses fonctions pelviennes. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a déjà d'abord, dans un premier temps, un travail de l'ostéopathe de libérer les tensions, les adhérences pour redonner aux organes la possibilité de les libérer, de les rendre plus mobiles, pour que après, derrière, le kiné puisse faire son travail de rééducation, de réappropriation de... C'est Ouais, exactement ça. Tu as très d'accord. bien résumé. C'est tout à fait ça. Ok, La différence et la complémentarité. d'accord. Hein, Ok. Donc c'est l'un c'est après l'autre, vraiment. l'ostéo, puis après le kiné. Alors les choses sont pas forcément aussi tranchées parce que les deux sont très très intimement liés. Ouais, il peut y avoir des allers-retours. Bah oui, parce qu'on peut pas, pour bien libérer un tissu, il faut aussi que ce tissu puisse communiquer avec le cerveau. Eh oui, ouais. Donc Donc, les deux sont très très liés. Les deux sont très d'accord, très liés. d'accord. Donc moi, je suis formateur pour les kinésithérapeutes. Globalement, je forme une centaine de kinésithérapeutes par an sur des formations qui vont quand même de 4 jours, ce qui est quand même pas rien. C'est génial de se dire que des Qui kinés sont formés sur 4 euh, jours sur l'endométriose. donc 4 jours de formation. Donc le cours est très 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 dense, Ouais, très très dense, avec tant de la théorie que de la pratique, où justement je montre des techniques aussi que l'on peut faire en ce qu'on appelle en thérapie manuelle, c'est-à-dire une version un peu allégée de l'ostéopathie, de façon à ce que des kinésithérapeutes peuvent aussi, selon l'endroit où ils se trouvent, accéder à ces techniques d'étirement et d'assouplissement de ce péritoine, par exemple. Et après, tout un travail effectivement de rééducation pour ressolliciter correctement les tissus qui ont été lésés. d'accord, ok. Merci beaucoup. Écoute, maintenant, j'aimerais bien un peu, du coup, avoir ta vision, parce que bon, on le voit. T'as combien de pourcentage de ta patientèle qui sont atteintes d'endométriose, tu penses? Alors, l'endométriose, ça représente 80% de ma Ouais, voilà. patientèle. Donc, Donc, bon, non, quand je dis que je fais on l'a quasiment bien que ça, compris c'est qu'on a quelqu'un je, voilà, d'expert. Donc, je fais quasiment que ça voilà. maintenant. Donc là, tu nous Mais je vois disais aussi que des hommes, t'as... parce que, Hmm. comme j'aime bien dire un peu humoristiquement, nous aussi, on a un trou du cul. Ouais. Donc, les hommes aussi ont des douleurs pelviennes. D'accord, ok. Donc, j'ai une toute petite partie de patientèle homme D'accord. que je continue à voir. D'accord. Et donc, tu nous disais que la première patiente qui est arrivée étant diagnostiquée d'endométriose, c'est 2005. Donc là, ça fait 17 ans, donc 80% de ta patientèle endométriose. Quelle est, toi, ta vision quels sont pour toi les axes d'amélioration pour la prise en charge de l'endométriose? Qu'est-ce qu'on peut faire à quel niveau on peut agir pour améliorer tout ça? Ça va être une réponse très cuicui des petits oiseaux, mais auquel je suis fermement convaincu et attaché. Ça s'appelle l'amour, ça s'appelle l'empathie, Mm. ça s'appelle et si moi j'avais quelque chose, comment j'aimerais être prise en charge? Ça s'appelle, on souffre d'une zone, qui est pas forcément agréable d'en parler, C'est pas forcément agréable de dire qu'on a des difficultés, pour aller à la selle, de décrire ce qui se passe, de décrire ces saignements, de décrire, tous ces hémorragies que l'on a, ces malaises et cetera et cetera. Et je pense que la 1re chose, le premier axe finalement d'amélioration, c'est améliorer l'écoute des soignants. Et après, je sais bien que l'écoute des soignants, nous, on a la chance finalement de pouvoir voir longtemps les patientes sur des formats d'une demi-heure. Je parle pour les thérapeutiques fonctionnelles, que ce soit kiné ou ostéo. On voit nos patientes sur des formats d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Et puis on les voit pas qu'une fois. On les voit un Oui, certain ouais. nombre de fois. Donc on a cette chance d'être un petit peu le récipiendaire de toutes ces plaintes, de toutes ces demandes, de tout ce qui, voilà. Mais encore faut-il que on puisse les écouter. Et je pense que le plus grand axe pour moi d'amélioration du système de soins, c'est l'écoute, c'est la présence, c'est être là. Voilà, c'est vraiment, c'est très, très bateau comme réponse, Oui, non, non, mais mais c'est très vrai par rapport à tous les retours qu'on a, que ce soit côté patient, si tu veux, en termes de qualité, quelque part, de prise en charge. Enfin,
moi, dans mon ancienne activité d'infirmière, je disais souvent le premier traitement de la douleur, c'est le recueil de la plainte déjà. C'est d'être là pour écouter et recevoir. Et ça vaut aussi du côté des soignants. C'est un gros problème de temps, parce que comme tu dis, là, du coup, les prises en charge des ostéos, des kinés, ça peut être sur des temps assez long du coup, d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais pour plein de professions, il y a malheureusement pas le temps. Voilà, on fera un épisode, du coup, on a un épisode avec le chirurgien, on en reparlera peut-être, mais c'est vrai que, les soignants n'ont pas forcément le temps, mais c'est la clé de pouvoir avoir, du temps, du temps pour pouvoir écouter. La clé, c'est le temps. Ouais, pouvoir bien prendre en charge, quoi. La clé, c'est le temps et puis après, c'est la formation. Moi, je me souviens de cette patiente de 40 ans qui va dans un centre antidouleur à Paris. Elle n'était pas assise. Là, médecin la regarde, nous dit: ah oui, vous avez une endométriose. Alors c'est qui? C'est papa ou c'est votre oncle qui vous a violé? Ouais, c'est terrible. Elle n'était pas assise. Ouais. Bon, j'ai envie de te dire, là, c'est pas un problème de formation, c'est un problème d'humanité, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que là, si, c'est aussi un problème de formation, parce que c'est pas parce qu'on a subi des abus qu'on a une endométriose. Mais c'est ça. Mais du coup, Donc je veux dire, un problème de formation. n'importe qui n'est pas médecin, ou tu vois, qui n'est pas, tout le commun tout être humain, vite va vite pas faire le lien. Va se dire, mais c'est complètement débile de dire ça. Je veux dire, c'est ça. C'est ridicule. C'est ça. Donc après, il y a la formation. Ouais. Après, il y a la formation. Enfin, il faut quand même se rendre compte que si on dépistait un peu plus, c'est pas 10% de la population féminine, ce serait presque plus 20%. Ouais, c'est ça. Ça a été dit à un congrès à Sao Paulo en 2000, je sais plus combien. C'est quand même 1/5 de la moitié de la population féminine. Voilà, Et puis, si à ça, on rajoute une autre maladie qu'on appelle la congestion veineuse pelvienne, qui représente aussi quasiment 30% des douleurs pelviennes. Bon, les deux peuvent être associés, bien sûr, sinon c'est pas drôle. C'est énorme, quoi. Ouais. Comment est-ce qu'on les prend en charge, nos femmes? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc la formation, c'est vrai que c'est oui, voilà, l'écoute, l'empathie, le temps et effectivement la formation. Mais ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup même dans les épisodes que j'ai déjà enregistrés avec les autres soignants. De toute façon, il faut une expertise, il faut une formation, il faut donner aux moyens aussi aux soignants, donc en termes de temps et de formation, de pouvoir bien prendre en charge toutes ces pathologies-là, quoi. Ok. Eh bien, écoute, Rodolphe, c'était un épisode hyper riche, hyper intéressant. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes à comprendre. Voilà, je pense que c'est un épisode qui peut vraiment être écouté par les patientes, par les conjoints, par des soignantes. Je pense que là, ça peut vraiment être très intéressant de tous les côtés de cette vie de femmes atteintes d'endométriose. On te remercie beaucoup pour ton temps, ta disponibilité. Avec un grand plaisir, vraiment avec un grand plaisir. Voilà, c'est vraiment... Donnons de l'information. Voilà, c'est notre but de faire vraiment passer le plus d'éléments, de rendre accessible au plus de personnes. Et puis c'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir des soignants comme vous, hyper passionnés, avec beaucoup d'entrain. On entend beaucoup dans ta voix que tu es vraiment à fond la caisse, et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Merci Florence. Merci Rodolphe, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store ou Play Store. C'est pratique, rapide et gratuit, alors vous n'avez plus qu'à foncer. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.